À 18 ans, elle est jetée à la rue avec seulement 10 € en poche. Avec ce simple billet, elle achète un vieux moulin en ruine, perdu dans les montagnes, dont absolument personne ne veut. Mais ce que la mairie et les habitants ignorent, c'est que sous le plancher de cette bâtisse abandonnée se cache un secret bouleversant. Une découverte inespérée qui va changer sa vie à tout jamais. Voici son incroyable histoire. Restez bien avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir ce qui s'est passé. Avant de continuer, si vous aimez ce genre d'histoire, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. J'adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. À 18 ans, on l'avait jetée dehors. Sans la moindre économie, sans le moindre plan d'avenir et sans la moindre main tendue vers elle. Elle n'avait pour seule fortune qu'un simple sac à dos usé et un billet froissé de 10 € qu'elle avait gagné en balayant le sol poussiéreux d'une boulangerie de quartier. Et avec ces 10 € dérisoires, Élise a acheté une vieille bâtisse effondrée, un ancien moulin à eau agrippé au rocher d'un torrent, perdu tout au fond d'une vallée sauvage et inaccessible des Cévennes. Le toit s'affaissait lourdement sous le poids des années et des intempéries. La roue à aubes était brisée, recouverte de mousse et rongée par l'humidité implacable de la rivière. La mairie de la région avait bien tenté de démolir cette ruine de pierre à 2 reprises, mais avait toujours fini par abandonner. Aucun entrepreneur n'était prêt à risquer ses pelleteuses et ses camions sur un sentier forestier aussi étroit et escarpé, à des kilomètres de la moindre route goudronnée. Le moulin avait donc survécu, totalement oublié du reste du monde. Mais ce que personne ne savait, ce que les registres cadastraux et les anciens des villages voisins ignoraient complètement, c'est que sous les lourdes lattes du plancher de ce vieux moulin, caché dans une cavité obscure qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des décennies, reposait un secret. Quelque chose qui allait bouleverser l'existence de cette jeune fille à tout jamais. Élise était menue. Pas seulement jeune, mais physiquement toute petite. Le genre de personne que l'on ne remarque jamais dans une pièce bondée, dont on couvre facilement la voie à table sans même s'en rendre compte, et à qui l'on donne invariablement des années de moins. Elle avait été petite et effacée toute sa vie. À 13 ans, on lui en donnait 9. À 15 ans, elle en paraissait à peine 12. À 18 ans, on exigeait encore de voir sa carte d'identité à l'entrée des salles de cinéma, ce qui aurait pu prêter à sourire si le reste de son existence avait eu la moindre once de légèreté ou de joie. Mais ce n'était malheureusement pas le cas. Elle avait grandi dans le sud de la France, dans une petite maison isolée de la périphérie d'Alès. Cette maison appartenait à son beau-père, Didier, un homme aux mains rugueuses qui passait ses journées à installer des gouttières et des toitures dans la région, et qui consacrait ses soirées à noyer ses propres rancœurs dans des verres d'alcool fort. Sa mère, Sylvie, avait épousé Didier lorsqu'Élise n'avait que 7 ans. Au début, les choses semblaient normales, ou du moins, elles en avaient l'apparence. C'est d'ailleurs bien souvent ainsi que commencent les enfances les plus difficiles. Didier était jovial quand il était sobre, taciturne quand il commençait à boire, et se transformait en un tout autre homme, sombre et imprévisible lors de ces nuits où la bouteille se vidait bien avant que sa colère ne s'épuise. Au début, ces nuits de fureur étaient rares. Puis, elles sont devenues de plus en plus fréquentes. Et finalement, elles ont dicté le rythme de leur vie quotidienne. Sylvie, qui avait autrefois nourri le rêve d'étudier pour devenir vétérinaire et qui gardait encore précieusement un vieux manuel d'anatomie animale sur une étagère poussiéreuse au-dessus de la machine à laver, avait trouvé sa propre méthode pour supporter la réalité. Elle était devenue invisible. Elle glissait à travers les pièces de la maison comme une ombre silencieuse, préparant les repas, pliant méticuleusement le linge et répondant aux éclats de voix par des murmures ou des mots d'une seule syllabe. Elle ne contredisait jamais Didier. Elle n'élevait jamais le ton. Plus tragique encore, elle évitait soigneusement de croiser le regard de sa propre fille lorsque Didier était dans la pièce. Car regarder Élise, c'était admettre qu'elle était là. C'était reconnaître que cette petite fille voyait, absorbait et subissait tout le chaos qui rongeait le foyer de l'intérieur. Pour Sylvie, fermer les yeux et ignorer l'inacceptable était devenu le seul moyen de ne pas s'effondrer totalement. C'était plus facile, plus sûr, et c'était, au fond, la seule force qui lui restait pour traverser les journées. Élise a donc appris, elle aussi, à se fondre dans le décor. C'est fascinant et terrible de voir avec quelle rapidité un enfant assimile les règles non écrites de la survie, par simple observation, par mimétisme, en s'exerçant inlassablement jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Elle a appris à manger sans faire teinter ses couverts contre la faïence de l'assiette. Elle a appris la cartographie exacte de la maison, mémorisant chaque latte du parquet pour pouvoir se déplacer d'une pièce à l'autre sans jamais faire grincer le bois sous ses pas. Elle a appris à s'enfermer dans sa chambre, la porte soigneusement close, la lumière éteinte. Là, elle passait des heures entières, un livre pressé à quelques centimètres de son visage, déchiffrant les lignes grâce au faible halo jaune du lampadaire qui filtrait à travers les volets. De l'extérieur,
comme de l'intérieur, personne n'aurait pu deviner qu'elle était éveillée. Personne ne devait remarquer sa présence. Son seul véritable échappatoire, elle a trouvé à l'âge de 16 ans. Un matin d'hiver, elle a poussé la porte d'une boulangerie du centre-ville, le Fourni de Marguerite. Elle y a décroché un emploi avant même le début des cours au lycée, travaillant dans l'ombre de 4h30 à 7h du matin. Pendant que le reste de la ville dormait encore, Élise balayait le sol farineux, récurait les grandes plaques de cuisson en tôle noircie et disposait avec soin les pains chauds et les viennoiseries derrière les vitrines embuées. C'était un monde à part, un sanctuaire où régnait la chaleur rassurante des fours et l'odeur réconfortante du levain et du beurre fondu, à des années-lumière de la tension glaciale de la maison de Didier. La patronne des lieux s'appelait Marguerite. C'était une femme de 62 ans, dotée d'une carrure solide et de bras puissants, sculptée par 40 années passées à pétrir des kilos de pâte au quotidien. Marguerite appelait tout le monde ma chérie ou mon grand, sans distinction d'âge, de genre ou même d'affection réelle. Elle ne posait pas de questions. Elle n'a jamais cherché à savoir pourquoi une adolescente de 16 ans était prête à se lever en pleine nuit pour venir ôter des grilles sans qu'on ait besoin de le lui demander 2 fois. Marguerite la payait 9 € de l'heure, toujours en espèces, glissés discrètement de la main à la fin de la semaine. Pour Élise, ces billets représentaient bien plus qu'un simple salaire. C'était la promesse silencieuse d'une issue de secours. Elle économisait absolument tout ce qu'elle pouvait. Elle pliait méticuleusement chaque billet d'euro, le glissait dans un sachet en plastique étanche, lui-même dissimulé au fond d'une épaisse chaussette en laine. Et cette chaussette ne quittait jamais le fond de son sac à dos. Ce sac était devenu une extension de son propre corps. Elle l'emportait partout avec elle, au lycée, dans sa chambre et même juste dans la salle de bain lorsqu'elle prenait sa douche. Elle savait instinctivement que dans la maison de Didier, la confiance était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir, et que ces quelques billets froids ce serait, le moment venu, sa seule et unique armure contre le monde extérieur. Le coup de grâce tomba un jeudi glacial de février. C'était inévitable, presque attendu, comme une tempête que l'on voit noircir l'horizon depuis des semaines, mais qui surprend toujours par sa violence lorsqu'elle éclate. Ce jour-là, en rentrant du lycée, le souffle court à cause du vent mordant qui balayait les rues tristes de la périphérie d'Alès, et Élise s'arrêta net devant le perron de la maison. Posé à même le sol en ciment froid, un grand sac poubelle noir l'attendait. À l'intérieur, jeté en vrac, se trouvaient ses vêtements, quelques livres écornés et ses maigres affaires personnelles. La porte d'entrée était lourdement verrouillée. Le pick-up de Didier stationnait dans l'allée, son moteur émettant encore de discrets cliquetis métalliques en refroidissant. À travers les murs fins du pavillon, elle pouvait entendre le brouhaha étouffé de la télévision, les applaudissements mécaniques d'un jeu télévisé quelconque. Une normalité cruelle et totalement indifférente à ce qui se jouait dehors. Nulle trace de sa mère, Sylvie. Était-elle cachée dans la cuisine, feignant une fois de plus l'ignorance pour ne pas affronter la tyrannie de son mari? Peu importait désormais. Le lien était rompu. Élise resta plantée là pendant 3 longues minutes. Elle fixa le plastique noir qui palpitait sous les bourrasques de vent. Elle ne pleura pas. Elle avait appris depuis bien longtemps que les larmes étaient une monnaie d'échange inutile face à un coffre-fort fermé. Avec un calme terrifiant pour une jeune fille de son âge, elle ramassa le sac d'un geste sec, fit demi-tour et prit la direction du centre-ville. La nuit commençait à tomber lorsqu'elle poussa enfin la porte du Fourni de Marguerite. La clochette en laiton tinta dans l'air tiède de la boutique. La boulangère était seule, en train de nettoyer le comptoir avec un chiffon humide, l'odeur résiduelle de la levure fraîche et du sucre flottant encore lourdement dans l'atmosphère. Marguerite leva les yeux, vit le visage de l'adolescente rougi par le froid, regarda le sac poubelle noir qu'elle serrait contre elle et comprit immédiatement la situation. Pas une seule question ne franchit ses lèvres. Dans un silence empreint d'une profonde bienveillance, elle essuya ses mains sur son tablier farineux et pointa du menton la petite table en bois au fond de l'arrière-boutique. « Assieds-toi là, ma chérie. Je vais te préparer quelque chose. » Quelques instants plus tard, Marguerite posa devant elle une épaisse tranche de pain de campagne au levain, généreusement beurré et recouvert d'une confiture de framboise maison, accompagnée d'une grande tasse de lait chaud. Élise mangea lentement, sentant la chaleur irradier progressivement dans son corps transi, tandis que Marguerite, le téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule, passait des appels à voix basse. Quand l'assiette fut enfin vide, la boulangère avait déjà installé un lit de camp de fortune au milieu des grands sacs de farine de blé, avec une épaisse couverture en laine. Mais Marguerite ne s'arrêta pas là. Elle s'adossa au plan de travail en inox, croisa ses bras puissants et regarda Élise avec une intensité nouvelle. Elle lui parla alors de son cousin, un certain Marcel, qui possédait une propriété abandonnée bien plus haut dans les montagnes des Cévennes, au-delà de Florac. Un vieux moulin à eau,
Bâtie en pierre de taille sur les rives d'un torrent sauvage, nichée au cœur d'une gorge encaissée et entourée par une forêt dense de châtaigniers. La bâtisse était vide depuis les années 60. Marcel essayait de s'en débarrasser depuis des lustres, mais absolument personne n'en voulait. C'était beaucoup trop isolé, la toiture était en perdition et le chantier effrayait le moindre acheteur potentiel. C'était un lieu oublié du monde, un endroit rude où la nature reprenait ses droits, mais où, si l'on était prêt à affronter le silence, on pouvait disparaître et tout recommencer. Marguerite laissa planer un lourd silence avant de reprendre d'une voix grave. Elle décrivit la bâtisse avec une honnêteté brutale, refusant de masquer la réalité derrière de fausses illusions. Ce n'était pas un simple rafraîchissement qui attendait le futur acquéreur, mais une véritable épreuve de force. Le moulin se trouvait loin, très loin au-delà de Florac, au bout d'un chemin rocailleux devenu totalement impraticable pour les véhicules modernes. Il n'y avait bien sûr ni eau courante ni électricité. Le toit, éventré par les hivers successifs, laissait passer la pluie et la neige, et la structure entière semblait à la merci des éléments. La situation cadastrale était si désespérée que la mairie de la commune tentait de liquider la propriété pour la somme symbolique de 10 €. Une misère, simplement pour rayer cette ruine encombrante de leurs registres fiscaux. Personne ne s'était jamais présenté. Trop de travaux, trop de solitude, trop de folie. Mais, ajouta la boulangère en plantant son regard sombre dans celui de la jeune fille, les murs sont solides, le torrent est pur, et là-haut, absolument personne ne viendra te déranger. Personne ne viendra te déranger. Cette simple phrase résonna dans la poitrine d'Élise avec la force d'une révélation. C'était comme entendre la combinaison d'un cadenas qui se déverrouille enfin après des années d'efforts vains. Elle avait passé l'intégralité de sa courte existence à être épiée, jaugée, réprimandée, contrainte de se faire minuscule pour échapper à la colère des autres. L'idée même d'un refuge où elle pourrait simplement exister, sans avoir à retenir son souffle, sans être surveillée en permanence, valait infiniment plus que les quelques billets froissés cachés dans sa chaussette. Ce n'était pas l'inconfort ou le froid qui l'effrayait, c'était le bruit des hommes. Là-haut, la seule voix qui briserait le silence serait celle de l'eau sur les pierres. Sans l'ombre d'une hésitation, elle accepta. Dès le lever du jour, après une courte nuit sur son lit de camp, Marguerite l'embarqua dans sa camionnette de livraison. L'habitacle exhalait un mélange familier de levain chaud, de farine grillée et de gazole. Elles quittèrent les plaines pour s'enfoncer au cœur des Cévennes. La route sinueuse grimpait à travers des paysages grandioses et austères, jusqu'à atteindre la petite bourgade de Florac, nichée au creux des falaises vertigineuses. La mairie était une bâtisse imposante aux volets de bois épais, abritant des bureaux où l'air semblait figé depuis le siècle dernier. Face à elle, derrière un guichet vitré, un employé municipal grisonnant ajusta ses lunettes sur son nez, examinant tour à tour le dossier jauni, la boulangère imposante, puis cette adolescente chétive qui prétendait acheter le cauchemar de la commune. L'homme tenta de la dissuader, lui expliquant d'un ton paternaliste que la bâtisse était dangereuse, que les planchers menaçaient de céder, et que même les équipes de démolition avaient refusé de s'y aventurer à cause de l'inaccessibilité du site. Mais Élise ne s'y hâta pas. Elle plongea la main dans son sac à dos, en extirpa son précieux sachet en plastique, et posa fermement un billet de 10 € sur le comptoir écaillé. L'employé déglutit, fixa le bout de papier rougi, puis, vaincu par la détermination glaçante de ce regard juvénile, poussa l'acte de vente vers elle. Avec une main qui ne tremblait pas, Élise signa. La camionnette de Marguerite cracha un dernier nuage de fumée, grise avant de s'immobiliser brusquement. Là, sous le ciel lourd des montagnes, le ruban de goudron usé se mourait pour laisser place à la rocaille et à la terre battue. C'était la fin de la route carrossable, la frontière physique entre la civilisation et l'âme sauvage des Cévennes. La boulangère coupa le contact. Un silence saisissant envahit aussitôt l'habitacle. Sans un mot, elle se tourna vers Élise et lui glissa entre les mains un épais sac en papier kraft. Il s'en échappait le parfum réconfortant d'une grosse miche de pain rustique à la croûte épaisse, accompagnée d'un lourd morceau de tome de brebis. Puis, avec une rudesse qui cachait mal son inquiétude maternelle, Marguerite la serra contre elle. « Si tu as le moindre problème, si tu as peur ou froid, tu redescends jusqu'à la cabine téléphonique du village. Tu m'entends ?» murmura-t-elle, la voix vibrante d'une émotion qu'elle refusait d'avouer. Élise hocha doucement la tête, ajusta les bretelles effilochées de son sac à dos sur ses frêles épaules et fit un premier pas sur le sentier escarpé. La camionnette fit demi-tour et redescendit vers la vallée. Élise resta immobile un instant, écoutant le bourdonnement du moteur s'effacer peu à peu jusqu'à être totalement englouti par l'immensité silencieuse de la montagne. Dès les premières centaines de mètres, le chemin se révéla être une véritable épreuve physique. Étroit et sinueux, il épousait les courbes capricieuses d'un torrent tumultueux dont les eaux claires et glaciales se fracassaient inlassablement contre des blocs de granit sombre.
La jeune fille avançait avec une prudence de chat, le regard rivé sur un sol tapissé de racines noueuses, de ronces et de pierres lisses, polies par des siècles de pluie sévenole. Autour d'elle, la forêt semblait se refermer, créant un tunnel végétal protecteur. Des châtaigniers centenaires, au tronc majestueux et torturés par le vent de l'altitude, dressaient leurs branches vers le ciel telles des colonnes naturelles soutenant une voûte impénétrable. Leur feuillage tamisait les rayons du soleil, baignant le sous-bois d'une clarté émeraude, une lumière verte et mouvante, presque liquide, qui donnait l'impression de marcher au fond d'un océan d'arbres. L'air de la montagne était d'une pureté saisissante. Il piquait les poumons de sa fraîcheur vive et exhalait un parfum intensément minéral, l'odeur de l'eau frappant la roche froide, subtilement mêlée aux arômes riches et terreux de l'humus ancien. Sur les berges abruptes du cours d'eau, des champs de fougères géantes déroulaient lentement leurs frondes vert tendre, comme des poings qui s'ouvraient à l'approche du printemps. Le fracas continu du torrent accompagnait chacun de ses pas. C'était un grondement assourdissant, sauvage, mais d'une constance profondément apaisante. Une respiration perpétuelle qui, pour la première fois, réussissait à étouffer le tumulte angoissant de ses propres pensées. Elle marcha ainsi pendant près de 2 heures. L'effort brûlait ses muscles habitués à la retenue et à l'immobilité prudente, mais paradoxalement, son esprit s'allégeait à chaque foulée. Jusqu'à cet instant précis de son existence, Élise n'avait connu qu'une solitude subie, celle des portes fermées, de l'invisibilité forcée pour éviter les accès de rage de son beau-père, de la peur constante de déranger. La solitude avait toujours été une punition, une cicatrice invisible. Mais ici, au cœur de ce monde minéral et végétal, la donne s'inversait. Pour la toute première fois, cet isolement extrême était le fruit d'une décision intime. C'était son choix. La forêt qui la dominait était immense, implacable et d'une totale indifférence à sa petite personne. Et c'est exactement ce dont elle avait besoin. Les arbres ne la jugeaient pas. Ils ne la scrutaient pas pour détecter la moindre de ses failles. Ils ne lui demandaient pas de s'effacer. Et ils ne la menaçaient d'aucune violence. Dans ce chaos magnifique et indompté, la jeune fille n'avait plus à retenir son souffle. Elle était seule, mais elle était libre. C'est au détour d'un imposant éperon rocheux, là où le torrent opérait un virage brutal en bouillonnant d'écume, qu'il apparut enfin. Le vieux moulin se dressait là, majestueux et silencieux, enjambant le cours d'autel un antique pont de pierre oublié par les hommes et par le temps. L'image qui s'offrait au premier regard aurait eu de quoi décourager l'âme la plus vaillante. La bâtisse semblait avoir mené une guerre perdue d'avance contre la nature environnante. Les outrages des hivers sévenols successifs avaient laissé de profondes balafres sur son enveloppe. L'immense roue à aubes en bois, accrochée au flanc du bâtiment du côté de la rivière, était tragiquement brisée. Son axe principal était fendu. Plusieurs de ses pales avaient été arrachées par la force des crues, et l'ensemble, lourdement incliné, disparaissait sous un épais manteau de mousse gorgée d'humidité. La toiture, autrefois recouverte de solides ardoises, était éventrée sur toute sa partie gauche, exposant la charpente décharnée aux caprices du ciel. Un lierre tenace et invasif dévorait presque intégralement la façade droite, enserrant la maçonnerie de ses lianes épaisses comme des bras noueux cherchant à ramener l'édifice à la terre. Pourtant, Élise possédait ce regard particulier, forgé par des années de survie silencieuse, qui lui permettait de voir instantanément au-delà des apparences trompeuses. Là où n'importe quel passant n'aurait vu qu'une ruine bonne à raser, elle remarqua l'essentiel. Les murs, montés à l'ancienne par des tailleurs de pierre du XIXe siècle, étaient constitués d'imposants blocs de granit massif, assemblés à sec, sans la moindre once de mortier. Selon une technique ancestrale d'une précision inouïe, les pierres s'emboîtaient parfaitement les unes dans les autres, se verrouillant mutuellement pour défier les siècles. Les arêtes de la bâtisse étaient d'un aplomb absolu, défiant la gravité sans le moindre affaissement. Plus important encore, les fondations ne reposaient ni sur de la terre meuble ni sur du gravier, mais s'ancraient directement, avec une force inébranlable, dans la roche-mère qui tapissait le lit du torrent. Cette forteresse minérale était debout depuis plus de 150 ans, et elle respirait une solidité à toute épreuve, prête à en traverser 150 autres si quelqu'un daignait simplement lui offrir un toit. D'une poussée hésitante de l'épaule, Élise força la lourde porte d'entrée en chêne massif qui pendait tristement sur ses gonds rouillés. Elle pénétra dans les entrailles fraîches du rez-de-chaussée. C'était une vaste pièce voûtée, rythmée par d'épaisses poutres noircies. Au centre, trônant comme des divinités endormies sous de lourdes toiles d'araignée et une couche de poussière grise, reposaient les meules de pierre. 2 immenses disques de granit encastrés dans leur armature de bois massif. Elles attendaient, impassibles, que la vie revienne les animer. Sous ses pieds, le grondement grave de l'eau s'engouffrant sous la voûte du bâtiment faisait vibrer le sol, comme un battement de cœur continu. Dans un coin de la pièce, un escalier de meunier étroit et patiné menait à l'étage supérieur. Élise posa le pied sur la première marche, jaugeant prudemment la résistance du bois.
Le vieux châtaignier grinça, mais tint bon. Arrivée en haut, elle découvrit l'ancien espace de vie. C'était une grande pièce unique, dotée d'un lot plancher et d'une imposante cheminée adossée au mur du fond. Bien que les vitres des lucarnes aient depuis longtemps volé en éclats, leurs ouvertures béantes laissaient généreusement entrer la clarté du jour. Traversant le feuillage dense des arbres majestueux qui entouraient le moulin, cette lumière teintée de vert inondait l'espace d'une lueur émeraude, d'une douceur absolue. Elle avança lentement au centre de cette vaste pièce, ses pas soulevant de minuscules nuages de poussière grise qui se mirent aussitôt à danser dans les rayons du soleil. L'air y était figé, chargé d'une odeur de cendres froides, de bois secs et de souvenirs oubliés. Le silence n'était brisé que par la rumeur sourde et perpétuelle du torrent qui s'écoulait sous ses pieds, une berceuse sauvage qui semblait faire doucement vibrer les murs de granit de la bâtisse. Élise parcourut l'espace de son regard clair. Un vieux cadre de lit en fer forgé, dont le matelas avait disparu depuis bien des décennies, se tenait dans un coin. Une table massive et une chaise solitaire, toutes deux recouvertes d'un voile grisâtre, faisaient face aux fenêtres éventrées, témoin figé d'une vie totalement révolue. Mais Élise n'était pas une adolescente ordinaire. Les années tragiques passées dans la maison de Didier, à raser les murs, à écouter la respiration lourde de son beau-père à travers les cloisons fines, à anticiper la moindre explosion de violence en jaugeant la simple tension de l'air, avaient fait d'elle une observatrice hors pair. Elle avait dû développer une hypervigilance presque animale. Elle savait lire les silences. Elle savait repérer une porte mal fermée, un objet décalé de quelques millimètres, ou un parquet qui ne sonnait pas tout à fait juste sous le poids d'un pas. Remarquer l'invisible, capter l'imperceptible, c'était la condition absolue de sa survie quotidienne. Toute sa vie, cette attention maladive aux détails l'avait sauvée des drames. Aujourd'hui, cette même acuité exceptionnelle allait faire basculer son destin. En s'approchant de l'imposante cheminée, dont le large manteau de pierre noire portait encore les stigmates des feux vigoureux des hivers passés, elle s'arrêta net. Sous la semelle fine de sa chaussure usée, quelque chose n'allait pas. Une anomalie extrêmement subtile. La sensation d'un infime déséquilibre. La majorité des gens auraient continué leur chemin sans même s'en apercevoir, ou auraient logiquement attribué cette instabilité au grand âge du bâtiment. Mais pas elle. Élise recula d'un pas, fronça les sourcils, puis reposa le pied exactement au même endroit, transférant doucement le poids de son corps frêle. Oui, c'était bien là, deux des épaisses lattes du parquet, taillées dans un cœur de châtaignier massif, large et assombri par le temps, bougeaient d'un millimètre à peine. Elles oscillaient avec un très léger basculement, émettant un frottement sourd, un mouvement qui jurait totalement avec la rigidité inébranlable du reste du sol de cette pièce. La jeune fille s'agenouilla immédiatement, ignorant la crasse séculaire qui tachait ses vêtements. Du bout de ses doigts, rendus agiles et étonnamment puissants par les heures passées à récurer les grilles en métal du fourni de Marguerite, elle palpa les interstices noircis entre les planches. Le bois, bien que dur comme du fer forgé, n'était pas cloué à cet endroit précis. C'était parfaitement délibéré. Avec une patience infinie, le souffle court, elle commença à faire levier. Elle utilisa d'abord ses ongles, puis finit par trouver un vieux morceau de ferraille tordu près de l'âtre. Elle le glissa dans la fente et pesa de toutes ses forces. Le bois résista, gémit longuement, émit un craquement sec qui résonna vivement dans toute la pièce, puis la première latte finit par céder. Elle bascula vers le haut, libérant une puissante odeur de terre sèche et de mystère enfoui. La seconde planche suivit presque sans effort, révélant enfin la vérité. Élise se pencha au-dessus de l'ouverture béante. Sous le niveau du plancher, dans la cavité obscure et confinée qui séparait le sol de l'étage du plafond voûté du rez-de-chaussée, se cachait un espace secret. Ses yeux mirent quelques longues secondes à s'adapter aux ténèbres de cette planque oubliée de tous. Et là, reposant au fond de ce puits sombre, couverte d'une épaisse couche de poussière, elle aperçut une forme géométrique. Ce n'était pas un simple débris abandonné par les maçons d'un autre siècle. C'était une lourde caisse en bois brut, aux planches grossièrement sciées mais solidement chevillées. Elle était munie de deux épaisses poignées en corps tressées sur les côtés, usées mais parfaitement intactes. Une malle scellée par les décennies, qui attendait patiemment, dans le silence absolu, au cœur même des entrailles du moulin. Le cœur battant à tout rompre, les mains tremblant d'une excitation vertigineuse qu'elle n'avait encore jamais ressentie, Élise plongea les bras dans la cavité, empoigna fermement les cordes rêches et, mobilisant toute sa rage et son espoir, tira la lourde relique vers la lumière émeraude du jour. La lourde caisse reposait à présent sur les lattes de châtaignier, baignée par la douce lumière émeraude qui filtrait à travers les feuillages. Avec une précaution presque religieuse, Élise fit sauter le fermoir rouillé. Le couvercle s'ouvrit dans un gémissement plaintif. À l'intérieur, soigneusement emmailloté dans une épaisse toile de jute cirée pour repousser l'humidité implacable du torrent, se trouvaient 12 grands bocaux en verre.
Ils étaient parfaitement alignés, scellés par de lourds couvercles en zinc. Le souffle court, la jeune fille saisit le premier bocal. Le verre glacé était lourd entre ses petites mains. Elle força le couvercle qui céda dans un crissement métallique. À l'intérieur, la lumière vint frapper un amas de vieilles pièces de monnaie en argent. Des pièces lourdes, ternies par le temps, empilées avec une précision maniaque. Elle ouvrit le deuxième bocal, puis le troisième. Cela renfermait des billets de banque anciens, enroulés sur eux-mêmes et tassés avec une telle densité que le verre en devenait opaque. Dans les bocaux suivants, pièces d'argent et liasses de papier se succédaient, rangées avec le respect et la minutie d'un homme qui connaissait la valeur de chaque goutte de sueur versée. Bien plus tard, lorsqu'elle ferait discrètement expertiser ce trésor inespéré chez un numismate d'Alès, elle apprendrait que la valeur cumulée de cette épargne d'une vie, une fois les métaux précieux et la numismatique convertis en monnaie actuelle, s'élevait à la somme vertigineuse de 32 200 €. 32 200 €, amassés centime par centime, à la force des bras et de la meule. Mais à cet instant précis, assise sur le sol poussiéreux, Élise ignorait encore ce chiffre. Pour elle, la véritable richesse ne se trouvait pas dans le verre. Au fond de la caisse, sous le 12e et dernier bocal, reposait une petite bourse en cuir vieilli, nouée par une simple ficelle de chanvre. Les doigts tremblants, elle en défit le nain. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier jauni, sec et cassant comme une feuille d'automne, couvert d'une écriture au crayon de bois, appliquée et droite. Le texte disait « Je m'appelle Antonin Dubois. Je fais tourner ce moulin depuis l'hiver 1921. Mon père l'a fait tourner avant moi, et mon grand-père a taillé ses murs dans le granit du lit de la rivière en 1871. Cet argent représente ce que j'ai gagné et mis de côté après 40 années passées à moudre le blé et la châtaigne pour les braves gens de cette vallée. Je l'ai caché ici, sous ces planches, car les banques sont faites pour les messieurs des grandes villes, et je ne suis pas un homme de la ville. Si vous lisez ces mots, c'est que vous avez trouvé mon moulin, et que vous avez trouvé mes économies. Je vous en supplie, utilisez-les pour maintenir ces murs debout. Les pierres sont bonnes. L'eau du torrent est vive et pure. La roue peut être réparée. Un moulin est une chose noble et utile. Un endroit qui transforme le grain en farine est un endroit qui nourrit les hommes. Tant que cette bâtisse tiendra debout, quelqu'un, quelque part, mangera à sa faim. Antonin Dubois, avril 1958. Élise termina sa lecture dans un silence absolu. Elle ramena lentement la lettre contre sa poitrine, fermant les yeux. Elle ne pleura pas. Chez Didier, elle avait appris que les larmes attiraient l'attention, et que l'attention était toujours synonyme de danger. Pourtant, à l'intérieur de son être, un immense mur de glace venait de se fracasser. Elle qui n'avait jamais été considérée par personne, elle qui avait été jetée sur un trottoir comme un vulgaire encombrant, venait d'hériter de l'âme d'un homme qu'elle n'avait jamais connu. À travers le temps, Antonin Dubois lui tendait la main. Il ne lui offrait pas seulement une fortune inespérée, il lui offrait une lignée, un but, une raison d'être. En lisant ces mots rédigés 60 ans plus tôt, Élise comprit avec une émotion foudroyante qu'elle n'était plus seule au monde. Elle avait désormais une mission. Elle allait réparer cette roue. Elle allait honorer la promesse d'Antonin. Dès l'aube suivante, Élise redescendit la montagne d'un pas décidé, le précieux fardeau solidement calé au fond de son sac à dos. Elle confia le trésor d'Antonin à une agence bancaire d'Alès, où le conseiller la regarda avec des yeux ronds. Avec une infime partie de cette somme providentielle, elle fit l'acquisition d'un vieil utilitaire cabossé, rongé par la rouille sur les flancs, mais doté d'un moteur réputé increvable. Le garagiste bourru le lui céda pour 2600 €, lui jurant crash par terre que l'engin roulerait encore quand le soleil s'éteindrait, à l'unique condition de vérifier l'huile régulièrement. Dès le lendemain, le véritable travail de titan commença. Élise stationnait la camionnette au bout du chemin forestier, là où le goudron rendait définitivement les armes face à la rocaille sauvage. À partir de ce point de rupture, elle se transforma en véritable bête de somme. Durant les premières semaines, elle effectua d'incessants allers-retours, grimpant la montagne 2 fois par jour, gravissant les kilomètres escarpés avec des charges écrasantes sur le dos. Bâches, outils rudimentaires, lourdes pointes d'acier, provisions et surtout les matériaux de charpente. Elle était menue, d'une constitution frêle, mais elle possédait cette force unique propre à ceux qui n'ont plus d'autre issue, une endurance noueuse, têtue, une volonté féroce forgée dans le refus absolu de s'avouer vaincu. Le toit constituait l'urgence absolue. Impossible d'espérer redonner vie au moulin tant que le ciel s'évenole, y déversait impunément ses larmes glacées. Elle acheta de lourdes ardoises de schiste et de solides volises dans une scierie de la vallée, qu'elle hissa jusqu'au chantier. Paquet par paquet, les lanières du sac cisaillant cruellement ses épaules meurtries. Suspendue dans le vide, elle commença par arracher les chevrons pourris de la section effondrée, les remplaçant par des pièces de bois saines qu'elle avait sciées et ajustées à la seule force de ses bras endoloris.
Ensuite vint le délicat et périlleux travail de couverture. Élise n'avait jamais tenu un marteau de charpentier de sa vie. Elle apprit par la douleur, par les échardes, par l'échec et par une obstination frôlant la folie. La première rangée d'ardoises s'avéra de travers. Elle l'arracha sans la moindre pitié et recommença. La deuxième tentative fut légèrement meilleure. Au bout de la 10e rangée, son corps entier avait assimilé la cadence. Aligné, superposé, cloué. Aligné, superposé, cloué. Un rythme hypnotique, presque militaire, que ses mains calleuses comprirent bien avant que son esprit ne l'analyse. Chaque coup de marteau frappant le métal résonnait dans l'étroite vallée comme une puissante déclaration d'indépendance. Lorsqu'elle planta le tout dernier clou, fixant l'ultime ardoise noire au sommet du faîte, elle redescendit lentement de son échelle de fortune. Le soleil déclinait, baignant les crêtes environnantes d'une douce lueur orangée. Élise recula de quelques pas sur la berge et leva les yeux vers le ciel. Au-dessus de sa tête s'étendait désormais une surface solide, continue, une armure impénétrable protégeant le cœur du moulin. Elle s'assit sur un gros rocher lisse, face au torrent bouillonnant, et laissa le bruissement de l'eau l'envelopper. Une chaleur inédite, profonde et réparatrice irradia dans sa poitrine. Elle venait de construire un toit. Ce n'était certes pas l'œuvre géométrique d'un maître artisan, mais c'était un véritable rempart qui garderait la pluie au dehors et la chaleur au dedans. Et surtout, par-dessus tout, elle l'avait bâti de ses propres mains, au prix de sa propre sueur. Jamais plus personne ne pourrait lui reprendre cela. Personne ne pourrait enfermer ce toit dans une pièce, ni le jeter dans un vulgaire sac-poubelle noir sur un perron balayé par le vent. Ce refuge lui appartenait de plein droit, ancré au chevron de sa propre existence, définitif, serait inviolable. La restauration du vieux moulin ne s'arrêta pas à la toiture protectrice. Une fois totalement à l'abri des caprices du ciel, Élise s'attaqua aux ouvertures béantes qui laissaient les vents mordants s'engouffrer dans la grande pièce à vivre. Elle prit minutieusement les mesures des vieux cadres asymétriques en pierre et fit tailler sur mesure d'épaisses vitres chez un artisan miroitier de la vallée. Le transport de ces plaques de verre fragile fut une véritable épreuve de chaque instant, un numéro de funambule sur la rocaille. Sur les derniers kilomètres de l'étroit sentier escarpé, elle les porta une à une, enveloppées dans d'épaisses couvertures en laine rustique, serrées fermement contre sa poitrine comme porterait un enfant endormi pour le protéger du moindre choc. Avec une patience infinie, elle les scella elle-même, lissant le mastic frais sous la pulpe de ses doigts meurtris. Lorsque les 8 fenêtres furent enfin posées, le miracle opéra instantanément. En se tenant au centre de la pièce, elle vit l'espace inondé d'une lumière émeraude, filtrée par la canopée environnante, si pure et si éclatante qu'elle eut la sensation vertigineuse de se tenir au cœur même d'une pierre précieuse. Ensuite vint l'accès à l'eau. Élise n'eut nullement besoin de creuser de tranchées ou de supplier pour un raccordement impossible. Le torrent sauvage qui bouillonnait sous ses pieds lui offrait la vie en abondance. Elle perça délicatement le vieux plancher de châtaignier, fit descendre un fin tuyau à travers l'obscurité du rez-de-chaussée jusqu'à la rivière glacée, et installa une robuste pompe manuelle en fonte près du petit évier qu'elle s'était aménagé. En quelques coups de levier réguliers, une eau de montagne cristalline, incroyablement pure et piquante, jaillissait à volonté, engourdissant ses mains de sa fraîcheur vivifiante. Pour repousser les épaisses ténèbres cévenoles une fois le soleil couché derrière les crêtes, elle fixa un petit panneau solaire rudimentaire sur le versant sud de la toiture, ingénieusement relié à une batterie de récupération cachée au rez-de-chaussée. C'était une installation extrêmement modeste, mais amplement suffisante pour alimenter une simple ampoule chaude suspendue au-dessus de sa table et faire fonctionner un vieux poste de radio chiné dans une brocante de Florac. Ce petit boîtier grésillant ne captait distinctement qu'une seule fréquence, diffusant de la musique classique à la nuit tombée, une symphonie solitaire qui se mêlait avec une poésie infinie au murmure perpétuel et rassurant du torrent. L'ultime étape fut de réveiller le cœur minéral de la bâtisse. À l'aide d'une rude brosse métallique solidement accrochée à une longue branche souple, elle ramena l'imposante cheminée centenaire, grattant des décennies de suie accumulée et de créosote oubliée. Puis, retenant son souffle, elle alluma un premier feu de brindilles sèches et d'écorce. La fumée fila droit vers le ciel sans la moindre hésitation. Le tirage était absolument parfait. Bientôt, de belles bûches de chêne crépitèrent joyeusement dans l'âtre noirci. La chaleur ardente irradia lentement, caressant les murs glacés et réveillant l'âme endormie de la maison. La douce lueur ombrée des flammes se mit à danser sur les veines sombres du bois patiné. Ce soir-là, blottie près du feu, en écoutant le bois craquer sous la morsure des braises, Élise sut que ce n'était plus un simple abri de fortune. Le vieux moulin froid et abandonné s'était métamorphosé en un véritable foyer. Le moment était enfin venu de s'attaquer à l'âme véritable du bâtiment, l'immense roue à aube qui sommeillait tristement sur le flanc extérieur, rongé par l'humidité perpétuelle de la rivière. C'était un défi colossal,
Une entreprise presque vertigineuse pour une jeune femme seule, dénuée de toute expérience en ingénierie. Mais portée par la promesse silencieuse faite au vieux meunier à travers le temps, Élise refusa de reculer. Armée de ses outils rudimentaires, elle abattit un grand chêne blanc sur le coteau escarpé qui surplombait le torrent. Avec une patience infinie, à grands coups de plane et de ciseaux à bois, elle façonna de nouvelles pales robustes pour remplacer celles que les années et les violentes crues avaient impitoyablement dévorées. Elle y USA de toute son ingéniosité pour extraire et remplacer l'acte principal, taillant une lourde pièce de bois massif capable de supporter la tension monumentale de la mécanique ancestrale. Les semaines filèrent, rythmées uniquement par le bruit du maillet frappant les chevilles de bois. Puis vint le matin fatidique, celui où le labeur devait affronter la force brute de la nature. Le souffle court, les mains tremblantes d'une exaltation mêlée d'angoisse, Élise ouvrit la lourde vanne du canal. L'eau sauvage et glaciale s'engouffra avec une puissance inouïe, venant percuter de plein fouet les pales flambant neuves. La structure entière frémit sous le choc. La vieille armature de bois gémit d'une voix gutturale, émit un craquement sec et sinistre qui fit retenir son souffle à la jeune fille. Puis, dans un lent et majestueux effort, elle commença à tourner. Lentement d'abord, puis avec une régularité puissante, cadencée et implacable. Élise se précipita à l'intérieur. Le miracle opérait sous ses yeux ébahis. Les gigantesques meules de granit, pétrifiées depuis des décennies, s'étaient remises en mouvement. Elles pivotaient l'une sur l'autre dans un grondement profond, sourd et viscéral, une palpitation tellurique qui faisait intensément vibrer les lourdes dalles de pierre sous les semelles de ses chaussures. Le géant venait de s'éveiller. Ce grondement majestueux ne resta pas confiné aux murs épais du moulin. Il s'échappa par les fenêtres, voyagea le long de l'eau claire et résonna doucement dans toute la vallée des Cévennes. C'était un son oublié, une mélodie réconfortante que les anciens de la région croyaient perdue à tout jamais. Attirés par cet écho presque irréel, les agriculteurs des environs commencèrent à gravir le sentier rocailleux. Ils venaient avec de lourds sacs de jus chargés de variétés anciennes de blé et de seigle, curieux de voir de leurs propres yeux la jeune fille qui avait ressuscité l'héritage de la vallée. La farine qui jaillissait désormais des meules était d'une qualité exceptionnelle, dorée, exhalant le parfum brut et authentique de la terre nourricière. Bientôt, ce ne furent plus seulement les paysans qui montèrent la voir. Les habitants des villages voisins, profondément émus, firent le pèlerinage jusqu'à ce sanctuaire restauré. Ils n'arrivaient jamais les mains vides. Ils lui offraient des pots de miel de bruyère, des confitures de myrtilles sauvages, du fromage affiné. En retour, ils s'asseyaient près du feu crépitant et lui racontaient des histoires sur Antonin Dubois. Ils lui décrivaient cet homme bourru au grand cœur, qui mesurait sa propre valeur au nombre de familles qu'il réussissait à nourrir lors des hivers rigoureux. En écoutant ces récits, en regardant la farine chaude s'écouler entre ses doigts calleux, Élise comprit enfin ce que signifiait réellement être utile. Ce n'était pas l'utilité soumise et invisible qu'elle s'était efforcée de maintenir chez son beau-père pour éviter la violence. C'était une utilité noble, vitale, ancrée dans la pierre, qui nourrit les hommes et rassemble les cœurs. L'hiver cévenol finit par s'abattre sur la vallée avec une majesté silencieuse et implacable. Les premières neiges de décembre recouvrirent les cimes des châtaigniers et ensevelirent les fougères, transformant la forêt dans un vaste océan blanc, figé et immobile. Très vite, l'étroit sentier rocailleux disparut totalement sous d'épais congères, coupant le cordon ombilical qui reliait le vieux moulin au reste du monde. Pendant des mois, personne ne pourrait s'y aventurer. L'isolement était désormais absolu, total. Pourtant, à l'intérieur de l'épaisse forteresse de pierre, la réalité était tout autre. Assise dans le fauteuil qu'elle s'était confectionné, levée au plus près du poêle en fonte rougeoyant, Élise n'avait jamais eu aussi chaud. Les murs de granit, épais de plus de 60 centimètres, autrefois si glacial et inhospitalier, conservaient désormais jalousement la chaleur âcre et réconfortante des bûches de chêne qu'elle avait elle-même fondues à l'automne. La jeune femme contemplait les flammes danser, une tasse de thé brûlante entre ses paumes. Pour la toute première fois de son existence, le silence écrasant de la solitude n'était plus une punition ou une menace imminente. C'était un manteau protecteur, une couverture de paix absolue. Elle était sereine, en sécurité dans un royaume dont elle était la seule souveraine. Dehors, sous la croûte de glace translucide qui figeait les rives, le torrent, lui, continuait sa course frénétique. Son chant puissant était devenu plus sourd, étouffé par le gel hivernal, mais il ne s'arrêtait jamais. En écoutant ce murmure infatigable monter à travers les lattes du plancher, Élise comprit une vérité fondamentale. C'est là toute la beauté féroce et la sagesse insoupçonnée de l'eau. L'eau ne se bat jamais. Elle n'affronte pas la montagne de front. Elle ne s'épuise pas dans des luttes stériles ou des colères bruyantes. Lorsqu'elle rencontre un roc infranchissable, elle ne cherche pas à le détruire sur le champ. Elle s'insinue, elle s'adapte,
Elle contourne l'obstacle avec grâce, cherchant inlassablement le chemin de la moindre résistance. Mais avec le temps, grâce à une patience infinie et une constance inébranlable, ce simple courant fluide et insaisissable finit par creuser, sculpter et trancher la roche la plus dure de la création. Élise avait fait exactement la même chose avec sa propre vie. Face à la violence imprévisible de Didier, face à l'indifférence tragique de sa mère, face à l'abandon total, elle ne s'était pas brisée. On l'avait contrainte à se faire minuscule, écrasée par le bruit et la fureur des autres. Mais petit ne signifie en aucun cas faible. Elle avait coulé silencieusement, glissant avec fluidité entre les failles d'une existence misérable, esquivant les coups du sort, jusqu'à trouver sa propre vallée. Et là, loin du regard jugeur des hommes, elle avait bâti quelque chose d'éternel. À 18 ans, jetée dehors avec un sac poubelle et un billet de 10 €, elle n'avait pas seulement sauvé un moulin en ruine. Elle s'était sauvée elle-même, prouvant que la résilience douce est une force destructrice de fatalité. Si le voyage bouleversant d'Élise et cette leçon de résilience ont résonné au plus profond de vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et vous abonner à la chaîne pour nous aider à mettre en lumière d'autres destins extraordinaires. Et vous, dites-nous dans les commentaires, quelle est la plus grande épreuve que vous ayez su contourner avec patience pour reconstruire votre propre vie? Nous lisons et répondons à toutes vos histoires. À très bientôt.